En ce qui me concerne, je me suis fait envoyer de France une nouveauté en matière d'autodéfense. C'est un boîtier qui pulvérise sous la pression d'un gaz du liquide irritant et aveuglant. Dans ce contexte, je sors peu et je tente de sélectionner les endroits où les risques semblent être limités. Il y a hors de la ville un restaurant italien dont le patron est une connaissance de Gino. Nous y allons volontiers, mais c'est le retour en taxi qui est source d'inquiétude. Il y a le casino, bien fréquenté et surtout climatisé. On y accède sans formalité, avec bien sûr une tenue correcte, mais sans obligation de porter cravate ou nœud papillon. Je profite essentiellement du bar, n'étant pas particulièrement attiré par le jeu. J'aime cependant observer les clients, souvent asiatiques, qui prennent de gros risques. Je suis aussi en admiration devant l'adresse et l'assurance des croupiers, majoritairement des femmes, qui animent les activités. Pour la sécurité de ses clients, le casino propose aux gros gagnants de les raccompagner en voiture à leur domicile. En ville, je me suis aventuré, comme tout le monde, au quartier 2. Jamais le soir et jamais seul. On y exerce tous les commerces, licites et illicites, de jour comme de nuit. C'est un curieux endroit où se succèdent, mur contre mur, d'étroites échoppes ouvertes seulement sur le devant par des portes à double volet de bois. Les enseignes bricolées par les commerçants ont du mal à trouver une place sur les façades, et s'il n'y en a pas, c'est sur le pas de la porte que se trouve l'objet du commerce. Les rues, souvent sans trottoir, sont jonchées de détritus. En se croisant à angle droit, elles forment un quadrillage dans toute la ville. Près de la grande mosquée, affublée d'un massif et disgracieux minaret en forme d'obus, les marchés locaux réservent eux aussi une bonne part d'exotisme. En dehors des produits alimentaires, on peut y trouver du khat. C'est une drogue, un végétal dont on mâche les feuilles, ici comme dans presque toute la corne de l'Afrique. Cette pratique a entre autres effet celui d'apaiser la faim, ce qui est bien utile pour des populations sous-alimentées. La place Ménilik, du nom du premier roi d'Éthiopie, est aussi un point de convergence pour les permissionnaires des trois armes. Là, à l'abri des arcades, des bars, des restaurants et des boutiques de toutes sortes se côtoient, autour d'un espace fréquenté aussi par les autochtones, simples passants, vendeurs à la sauvette, enfants et rabatteurs éventuellement. On y est sollicité en permanence, même à l'intérieur des établissements. Djibouti possède tout de même quelques beaux quartiers, essentiellement résidentiels, des endroits dédiés plus à la promenade qu'à l'amusement. De jour, la chaleur qui règne ici est intense, insupportable même pour nos organismes européens. Il faut sans cesse s'hydrater pour compenser la transpiration, abondante et instantanée, dès que nous quittons l'air conditionné du bâtiment. Dans ce contexte, seule la baignade apporte un peu de fraîcheur et de détente. Durant les week-ends, le carré des officiers mariniers organise des journées méchouis sur l'île Mascali, la plus accueillante d'un petit archipel situé au beau milieu du golfe de Tadjoura, face à Djibouti. Là, nous partons à 1 ou 2 boutres, louées pour la journée avec leurs équipages. Après 1 heure de traversée, nous mouillons à proximité d'une plage de sable blanc, dans des eaux claires, tièdes et néanmoins rafraîchissantes si l'on tient compte de la chaleur ambiante. La matinée est consacrée à la plongée sous-marine, sur des fonds qui, plus tard, dans mes souvenirs, ne compteront pas parmi les plus beaux. Pendant ce temps, d'autres Robinsons volontaires s'activent à préparer le repas de midi. Les feux de bois sont allumés, les broches montées, prêtes à accueillir les moutons entiers que nous fournit un établissement agréé en ville. Ils sont livrés déjà farcis de semoules et de légumes. L'ensemble tourné lentement sur la broche et copieusement arrosé de jus constitue un vrai régal. Les vins rosés ou gris, encore frais à la sortie de la glacière, accompagnent à merveille ces méchouis. L'après-midi, sous le soleil de plomb, les plus courageux organisent un tournoi de pétanque, d'autres se remettent à l'eau, tandis que certains optent pour une sieste à l'ombre des quelques cocotiers que compte l'île. À Djibouti,
le Jules Verne se constitue une excellente réputation basée sur la qualité des travaux qu'effectuent ses ateliers au profit des bâtiments en carénage ou simplement de passage. Nous faisons tout ici, même le nettoyage des coques sous la flottaison. Faute de bassin de carène pour y mettre les bateaux au sec, le grattage et l'application d'un produit protecteur sont effectués sous l'eau par des équipes de plongeurs munis d'un matériel spécial. Certains personnels passent de longs moments sous la surface, plus que le règlement ne les y autorise. C'est souvent pour terminer un travail dans les délais prévus. En contrepartie, ces gens peuvent engranger en un mois des sommes équivalentes à celles que perçoit l'amiral commandant la ZMOI. Sans atteindre ce niveau, nos soldes sont elles aussi intéressantes. Elles prennent en compte le contexte dans lequel nous travaillons et aussi la parité du franc djiboutien par rapport au dollar US. Actuellement, le coefficient multiplicateur de nos revenus est de 2,9. Au service détection, en plus des missions de contrôle, d'entretien, de dépannage, de réparation, nous avons installé de A à Z un radar DK1226, bâti, câblage, antenne, etc. Ce sont des travaux habituellement confiés à la DCN ou aux ateliers militaires de la flotte. C'est probablement une première pour un bâtiment de soutien. Nos interventions ne se limitent pas uniquement aux bâtiments de guerre. Moyennant finance, les navires du commerce peuvent aussi solliciter notre aide. C'est ainsi que nous avons été amenés à dépanner un radar sur le yacht d'un émir du Golfe. D'ordinaire, les équipes d'intervention sont constituées de 2 techniciens, mais en l'occurrence, ce sont 5 personnes, ou plutôt 5 curieux, qui ont planché sur un simple radar de navigation. Tous sont rentrés à bord avec une bouteille d'un champagne comptant parmi les plus chers du marché. Un cadeau offert après une visite du palace flottant. Ce jour-là, j'assurais une permanence à l'atelier. Mes fonctions ici sont limitées du fait que, comme le copain Gino, je suis le moins gradé dans l'équipe. Je n'ai au sein des binômes qu'un rôle d'adjoint, y compris quand nous travaillons sur les radars C32C, alors que je suis le seul à avoir eu en charge ce matériel ces dernières années. À ce sujet, j'ai pu constater, à nouveau, la pauvreté de la documentation tant à bord que sur les avisos. Je m'en plaignais déjà à Tahiti, alors que j'étais en affectation sur l'enseigne de Vaisson-Henri. En revanche, sur le Doudard de l'Agré, que nous avons en ce moment à couple pour la durée d'un carénage, j'ai eu la fierté de retrouver un exemplaire du recueil de schémas d'implantation C32C que j'avais créé et diffusé à Papeete. À l'atelier, je travaille peu sur mon essai, sinon en seconde main, derrière un supérieur, en grade. On me demande parfois un avis, pour la forme, visiblement dans le seul but de ménager mon amour-propre. Mon opinion, sans être forcément contestée, est toujours ignorée. J'y suis habitué, je me suis résigné. Je place alors en réponse des banalités, peu flatteuses pour moi, gardant jalousement mes conclusions, mes astuces et mon expérience. L'absence frustrante de responsabilité me procure quand même de bonnes choses. Une sérénité, un confort de l'esprit inconnu depuis mon entrée dans la marine. Je me suis maintenant trouvé une nouvelle vocation en rapport, paraît-il, avec ma patience et ma minutie. On me confie le remplacement, sur les cartes, des éléments électroniques défectueux. Je suis devenu le champion de la soudure à l'étain. Le jour de l'arrivée du Doudard de l'Agré à Djibouti, j'ai eu l'agréable surprise de retrouver Pépé Cavreau, patron électricien, qui, je ne sais par quelle prouesse, a réussi à garder son poste sur l'aviso depuis que je l'ai quitté à Tahiti. Comme au bon vieux temps, nous discutons souvent des heures durant, évoquant souvenirs et devenir de nos anciens compagnons d'équipage. Plus tard, Pépé me ramène d'une escale à Mascate une chaîne haute fidélité, acquise hors taxe, et donc à un prix intéressant. Je complète alors ma collection de musique en achetant plus de 50 audiocassettes lors d'une commande groupée, elle aussi en détaxe.
La réputation du Jules Verne n'est pas uniquement d'ordre professionnel. Ce bâtiment moderne, spacieux, confortable, reçoit les samedis et les dimanches de nombreuses visites. Quand le soleil au dehors fait fondre, par effet de serre, les bouteilles de verre jetées au sol, il est bon de passer ne serait-ce que quelques heures dans nos locaux parfaitement climatisés. Il y a aussi le bar du Carré, toujours bien approvisionné, la salle à manger, dont le menu dominical égale ou dépasse en qualité celui des cartes de bien des restaurants à terre. Bref, tout cela incite bon nombre de résidents à se faire inviter par un membre de l'équipage. La coopérative, elle aussi, draine beaucoup de monde. Barbier, le coopérateur, ne comptant pas ses heures, elle est ouverte en semaine pendant la pause méridienne, ainsi que le soir et les jours de repos, lorsqu'affluent les gens de l'extérieur. Barbier est un membre du poste que j'habite, il est aussi un bon copain. C'est un bourguignon qui roule incroyablement les airs. Il explique sans rire, à qui veut l'entendre, qu'il est le seul à écrire le mot cheval avec 3 R. Puis il enchaîne en disant « Eh oui, bourrin !» Quand je ne sors pas à terre, je discute avec lui devant son petit commerce entre 2 clients. Il est l'un des enfants d'une famille qui en compte 14. Tous robustes et bien importants, comme il dit. Je l'approvisionne aussi en café ou en autres substituts de repas qu'il manque volontairement, uniquement pour assurer la permanence au comptoir. Voilà maintenant des mois que nous sommes à quai, au bout de la grande jetée. Ici s'entassent dans un désordre absolu des caisses éventrées, des balles de coton posées à même le sol et toutes sortes de détritus. Certains dockers dorment sur place, ils se construisent un abri pour passer la nuit au milieu de ce capharnaüm. Le long de la jetée, face au hangar, des navires de moyen tonnage déchargent leur cargaison avec leurs propres moyens de levage, car les grues sont rares sur ce quai. Des boutres livrent ici aussi leur chargement et c'est parfois folklorique quand il est composé d'animaux. Les moutons sont transbordés sans ménagement à plusieurs dans un filet, suspendus à un bras de charge manœuvré manuellement. Les bovins, eux, transitent à l'unité, avec la même brutalité, surtout au moment de l'atterrissage. Certains navires de gros tonnage mouillent en eau profonde. L'un d'eux possède des conteneurs flottants. Il les dépose pour déchargement, puis les récupère lors d'un autre passage. Bon nombre de marchandises prennent le train en direction de l'Éthiopie. D'autres sont acheminées par des boutres en cabotage le long des côtes. Djibouti absorbe, elle aussi, sa part de marchandises. Il y a une ville, une population, une armée importante à faire vivre. Les échanges par route ne sont pas très conséquents, peut-être à cause du réseau limité, peut-être aussi à cause de l'insécurité qui règne dans cette partie de l'Afrique. Il existe entre l'Éthiopie et Djibouti une liaison aérienne particulière. Elle est assurée par un vieux DC-3 qui livre quotidiennement son chargement de 4. À peine déchargée, la précieuse drogue est proposée au point de vente habituel. C'est une affaire parfaitement rodée. Parmi nos visiteurs de fin de semaine, il y a un instituteur métropolitain qui pratique le pilotage sur des petits avions d'un aéroclub local. Pour réduire le coût de l'heure de vol, il embarque des passagers acceptant de prendre une partie des frais à leur charge. C'est une opportunité que je saisis un beau matin, accompagné d'un copain radio. Le taxi nous dépose alors presque sur la piste où l'avion, son pilote et un couple de passagers nous attendent. Le plan de vol déposé nous est décrit. Nous parvenons sans trop de difficultés à y ajouter le survol du port et de notre bâtiment. J'ai la chance d'occuper la place de passager avant, idéale pour prendre des photos. Après le décollage, nous atteignons très vite la zone portuaire, nous faisons plusieurs passages à basse altitude sur le Jules Verne, nous survolons un peu la ville, puis mettons le cap vers le Goubet El Karab, au fond du golfe de Tadjoura. Le vol m'enthousiasme, ça n'a rien à voir avec ces parcours à bord des gros porteurs dans lesquels on n'éprouve plus rien en altitude,
tellement ils sont stables. Sur ce petit monomoteur ronronnant entre ciel et terre, la moindre variation dans l'air, la moindre action sur les commandes se ressent. C'est un paysage aride qui défile sous nos ailes. Par endroits, la côte prend la forme d'un plateau surélevé plongeant en biais dans l'eau transparente du golfe. Les fonds marins apparaissent comme sur une carte, délimités par des taches de couleurs différentes où le bleu domine. Après le Gouvet, nous survolons au nord les agglomérations de Tadjoura, d'Obok et sur le chemin du retour les îles Mascali. Je prends pour finir une dernière photo alors que nous nous présentons dans l'alignement de la piste pour un atterrissage face à la mer. Et tout a une fin. Le Jules Verne s'apprête à quitter ce pays où poussent les cailloux, pays où les chèvres grimpent aux arbres pour trouver un peu de verre à brouter, pays situé sur un point chaud, chaud dans tous les sens du terme. Le 12 avril 1977. Alors que nous prenons la mer, je ne regrette que la perte des avantages financiers liés à ce territoire. Nous longeons les côtes somaliennes passant au large de Berbera, où stationnent des unités de l'URSS, puis nous visitons les mouillages hors des eaux territoriales de Socotra, un autre lieu de relâche pour la flotte au drapeau rouge. Après cela, le cap est mis au sud-sud-ouest vers Mombasa, notre prochaine escale. Nous passons l'équateur et baptisons gentiment ceux qui vivent cet instant pour la première fois. Le 14 avril 1977, à 9h30, nous touchons le port principal du Kenya. Je fais une première sortie exploratoire en ville, à pied, au hasard. C'est assez décevant aussi, je rentre tôt, avec quelques cartes à écrire. Je suis inscrit pour une excursion de 2 jours et demi dans les réserves animalières du Sud, sur la frontière entre le Kenya et la Tanzanie. Le jour venu, 3 minibus Volkswagen nous attendent au pied de la coupée du Jules Verne. J'embarque avec 5 autres personnes dans l'un de ces véhicules spécialement aménagés. Il dispose d'un toit ouvrant par lequel il est facile de passer le haut du torse et donc de prendre des photos. Nous avons aussi un guide, il nous détaille avant de partir le programme des jours à venir et dispense quelques consignes de sécurité. Ces consignes concernent le comportement à adopter en présence rapprochée des animaux. Nous ne devons jamais quitter les bus, les photos doivent être prises par le toit ouvrant plutôt que par les vitres latérales ouvertes. Il est souhaitable de garder le silence, etc., etc. Nous allons visiter les parcs nationaux de Tsavo, Amboseli et Masai Mara. Le temps est au beau. En saison des pluies, c'est une chance, nous dit-on. Et nous voici roulant, vitres ouvertes dans la fraîcheur du matin, sur une route peu fréquentée. Devant la porte symbolique qui matérialise l'entrée de Tsavo, nous avons droit à un premier arrêt multifonction. D'abord première photo, notamment devant la représentation d'un rhinocéros, ensuite une pause pipi fortement recommandée, sachant qu'ensuite cela peut être risqué. Et enfin, nous avons droit à un rappel des consignes. Le voyage se poursuit sur une piste de terre. Elle est dans un état suffisamment bon pour rouler aussi vite que nous l'avons fait auparavant sur l'asphalte. Le confort n'est cependant plus le même. Nous sommes ballottés de gauche à droite par les coups de volant que donne le chauffeur pour éviter les dites poules. Nous sommes secoués de haut en bas quand il n'a pu les éviter. De plus, la poussière ocre que soulèvent les minibus de tête entre partout, au point que nous devons fermer les vitres latérales et le toit. Nous sommes au milieu d'une savane relativement plate, avec à l'horizon des montagnes en forme de dôme, analogues à nos monts d'Auvergne. La végétation, composée essentiellement d'arbrisseaux, d'épineux, de hautes herbes, laisse paraître par endroits une terre desséchée et poudreuse. Nous apercevons au loin les premières hardes d'impala, ainsi que quelques gnous. Plus tard, c'est un éléphant solitaire qui nous fait marquer un arrêt. Nous l'observons un bon moment alors qu'il se rapproche lentement de nous. Il arrache, ça et là, au sol ou dans les branchages,
quelques végétaux qu'il porte ensuite jusqu'à sa gueule en s'aidant de sa trompe. Il est magnifique avec ses longues défenses et sa robe brun-rouge de la même couleur que la terre. Notre environnement change peu à peu. Nous devons être, je pense, à Amboseli. De grands acacias, mais aussi des palmiers et d'autres espèces remplacent la végétation plus rase de la savane. L'herbe, plus courte, est aussi plus verte. Nous rencontrons un groupe de lionnes au repos. Le chauffeur nous place très près des félins, apathiques en cet instant de la journée. Plus loin, ce sont des impalas que nous approchons à quelques dizaines de mètres, un petit groupe, pas trop farouche, mais visiblement sur ses gardes. Le guide attire notre attention sur une toute petite antilope. Elle apparaît à peine au milieu de buissons d'épineux épais. C'est une espèce devenue rare qui trouve, dans ce milieu inaccessible aux félins, à la fois sécurité et nourriture. Un autre arrêt technique, pour lequel il faut nécessairement quitter le bus, se termine par un repli rapide devant une bande de singes agressifs. La première girafe que nous voyons n'est plus qu'une carcasse disloquée que finissent de dépecer une douzaine de hyènes et quelques vautours. Nous nous déplaçons beaucoup pour optimiser nos chances de rencontre, pilotés par l'expérience de pisteurs du guide et des chauffeurs. Malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à nous trouver certains animaux comme un lion mâle ou encore un rhinocéros. Aux abords d'une rivière, qui je crois s'appelle Mara, nous espérions rencontrer quelques crocodiles, peut-être aussi des hippopotames. Au cours de cette longue journée, nous voyons encore des éléphants, des zèbres, des girafes, un buffle, des impalas, des gnous, et dans une autre rubrique, les contours du Kilimandjaro partiellement cachés par de gros nuages. En route vers notre hôtel, nous traversons à gué une petite rivière en soulevant jusqu'à hauteur du toit des gerbes d'eau brune et boueuse. Plus loin, le véhicule tout-terrain qui nous accompagne tombe en panne. En attendant une aide demandée par radio, nous restons confinés dans nos bus par mesure de sécurité. Nous sommes immobilisés dans un milieu semi-boisé où probablement quelques animaux doivent rôder. Nos pisteurs s'inquiètent de voir le soleil décliner quand enfin une voiture et un mécanicien nous rejoignent. Le tout-terrain, dont la transmission est cassée, est déclaré irréparable, du moins sur place. Il est abandonné et sera remorqué plus tard. Ses passagers sont chargés en surnombre dans la voiture de secours. Après ce contretemps, nous parvenons assez vite à l'Amboseli Lodge. Là, l'image est grandiose. Le ciel, partiellement dégagé, laisse apparaître le sommet enneigé du massif du Kilimandjaro. Nous nous trouvons à un peu plus de 1000 mètres d'altitude et le volcan nous domine de ses 5895 mètres. L'hôtel est constitué de bungalows coquets, spacieux, implantés dans un espace arboré et fleuri. Les limites de l'établissement sont matérialisées par de gros cailloux bien alignés et peints en blanc. On nous demande de ne pas franchir cette barrière symbolique, là aussi pour des raisons de sécurité. Je me demande si l'on a pensé à donner les mêmes consignes aux animaux. Apparemment non, car des marabouts se promènent librement dans les allées et sur les pelouses du site. Alors, pourquoi pas des lionnes? Plus loin, entre la montagne et notre espace réservé, j'aperçois un point d'eau. De l'autre côté, il y a, nous dit-on, un village indigène qu'il vaut mieux éviter. C'est normal puisqu'il est situé au-delà de la ligne de cailloux blancs. Nos logements sont plus que coquets, grands, propres, clairs. Certains possèdent une terrasse sous auvent. Cependant, alors qu'en arrivant, nous n'avons qu'une seule idée en tête, qui est celle de prendre une douche, nous constatons que l'eau est fortement teintée aux couleurs de la terre et qu'elle en a aussi l'odeur particulière. Qu'à cela ne tienne, c'est toujours mieux que de garder cette couche de poussière que la transpiration a collée sur toutes les surfaces non couvertes de nos anatomies. Les vêtements, eux, doivent être remplacés. Nous en avions été prévenus auparavant. La nuit est tombée quand nous rejoignions propre et changé le restaurant. Installé devant un apéritif à la terrasse, en compagnie de nombreux touristes parlant anglais,
nous redécouvrons le point d'eau, illuminé cette fois. Un buffet copieux et varié nous attend, et à notre demande, le personnel parvient même à nous trouver, hors carte, une bouteille de Bordeaux. Il est bon, mais plus cher que bon. Malgré la fatigue et l'obligation de se lever tôt demain, nous restons installés un long moment à scruter dans la fraîcheur du soir les abords de l'hôtel, au-delà des cailloux blancs, et aussi à écouter les cris, les mugissements et tous ces bruits que nous envoie la savane. Tout à coup, des variations de lumière provenant du point d'eau nous révèlent la présence de 2 éléphants, peut-être même plus nombreux. Ils sont venus s'abreuver en silence sous les feux des projecteurs. Du coup, en y regardant de plus près, nous constatons que d'autres animaux, bien plus petits et difficiles à identifier, partagent avec les pachydermes un coin de cette mare. Il est tard, mais nous restons encore, afin de ne rien perdre de ce spectacle que nous n'attendions plus. Et finalement, parcourant pour aller dormir les quelques 80 ou 100 mètres qui me séparent de mon bungalow, je ne peux m'empêcher de penser à une mauvaise rencontre. Après une courte nuit, vêtus comme tous des habits poussiéreux de la veille, nous continuons notre randonnée africaine. Le ciel est dégagé et le Kilimandjaro apparaît dans son intégralité. J'espère avoir plus tard de bonnes photos à présenter sur cet endroit splendide. Nous nous arrêtons souvent tellement les animaux sont nombreux ici. Lions, girafes, zèbres, incontournable impala. Et puis, grande surprise, notre guide nous a trouvé un rhinocéros. Il nous informe que, dans un périmètre assez vaste, il est le seul survivant, depuis que, la semaine dernière, un braconnier hindou et son équipe ont abattu son compagnon, afin de s'approprier sa corne. Dans les jours qui ont suivi l'acte de braconnage, cet animal a chargé un minibus comme le nôtre, si violemment qu'il a failli le renverser. C'est probablement un réflexe de défense consécutif à la traque que les chasseurs leur ont fait subir, lui et son congénère. En présence rapprochée de l'imposant animal, nous ne devons surtout pas sortir bras et tête par les ouvertures du bus pour limiter les blessures en cas de nouvelle charge. Les braconniers se sont fait arrêter très vite par les rangers du parc. Continuant notre route, nous passons sous une averse aussi courte que violente. En 15 minutes, dans la plaine où nous nous trouvons, la terre saturée est recouverte de 3 à 5 cm d'eau, durablement et sur une vaste étendue. C'est surprenant de voir évoluer à la surface de ce qui ressemble à un lac des véhicules terrestres qui, à faible vitesse, laissent derrière eux un sillage identique à celui des bateaux. Les chauffeurs nous arrêtent un instant pour fixer sur nos pellicules ce phénomène. À défaut de nous trouver une grande concentration d'hippopotames jugés trop éloignés du lieu où nous sommes, le guide nous dirige vers un étang où 2 de ces mastodontes font trempette. Apparemment, ils sont sédentarisés, ce qui est bien pratique pour contenter les touristes. Seul le haut de leur crâne sort de la surface, ils sont parfaitement immobiles, et ils nous font face en nous observant avec leurs grands yeux ronds. L'endroit est plaisant, rocailleux et ombragé sur les rives. Des plantes aquatiques envahissent partiellement le plan d'eau. Des poissons de bonne taille, d'un bleu pétrole presque uniforme, évoluent aux abords de la surface tout près de nous. Les hippopotames, trop discrets, refusent toujours de dévoiler plus qu'une partie de leur crâne. Faute de mieux, je photographie 2 lézards très colorés. L'un a une robe grise tachée de bleu clair et d'orange. L'autre se pare d'un bleu profond, hormis sa tête qui, elle, est d'un jaune très vif. Après un léger repas pris sur place, au grand air, nous reprenons la piste. Nous passons par une large étendue de lave ancienne. Un endroit plat qui, plus qu'à une simple coulée, fait penser à un ancien lac de lave. Les dômes érodés d'anciens volcans ceinturent ce vaste dépôt de roches noires et spongieuses. Un site qui valait bien une pause photo. Nous stationnons aussi un bref instant sur un couloir de migration des éléphants.
juste pour observer les effets dévastateurs de leur passage. Et notre voyage se poursuit en terre Maasai, pays de bergers mais aussi pays de courageux guerriers capables, dit-on, de s'attaquer seuls à un lion avec pour seule arme une simple lance. Le long de la piste, nous découvrons les premiers troupeaux de bovins encadrés par quelques jeunes bergers vêtus de pièces de tissu à dominante rouge et tenant en main de longues lances. Les vaches efflanquées, de couleurs variant entre blanc et noir, possèdent d'imposantes paires de cornes en demi-lune. Toujours sur notre parcours, des femmes et des fillettes guettent le passage des voitures. Elles effectuent alors une sorte de danse en ligne, sautillant à pieds joints avec un bel ensemble. Elles portent des colliers rigides en forme de disque qui se lèvent et s'abaissent au rythme de leur sautillement. Ce curieux ballet est destiné, semble-t-il, à inciter les touristes à s'arrêter. On leur propose alors, contre de l'argent, quelques pacotilles ou encore le droit de prendre des photos. Le guide refuse de nous arrêter, argumentant un risque d'agression. Il précise que sur ce tronçon de piste, il est lui-même en danger pour avoir refusé des services aux Maasai. Ce n'est que plus tard, bien plus loin, que nous avons droit à une escale au milieu de ce folklore. Là, nous sommes démarchés avec insistance par des vendeuses en costume traditionnel. Elles se bousculent, s'invectivent, se disputent pour s'approprier notre clientèle. Les colliers, pendentifs et autres gris-gris qu'elles vendent sont confectionnés avec des perles de verre multicolores. À l'intérieur de certains pendentifs plus volumineux se trouvent des je ne sais trop quoi qui portent chance et protègent. Il n'est pas rare d'y voir aussi, accroché un bout de métal blanc taillé en forme de pointe de flèche. Plus étonnant, des médailles pieuses, comme celle de la Vierge de Lourdes, sont utilisées comme ornement complémentaire à ces gris-gris. Je fais des heureuses en achetant, sans marchander, plusieurs de ces bijoux simples et plutôt beaux. Pour repartir, il nous faut refouler fermement ces dames car elles ont partiellement envahi notre bus. Elles s'y accrochent encore un bon moment alors que nous roulons. Notre caravane motorisée a donc repris la piste en direction cette fois d'un village Maasai que nous pourrions visiter, si notre guide parvient à négocier une autorisation. Tout cela est organisé pour ajouter un peu de suspense et surtout pour nous faire payer l'entrée. Du reste, à tout hasard, une collecte de fonds a déjà été organisée. Arrivés sur place, nous devons rester dans les minibus et nous devons nous abstenir de prendre des photos. Quelques vrais guerriers nous entourent, lance à la main et regard perçant. Le guide descend. Il avise les Maasai du fait qu'il souhaite s'entretenir avec le chef du village. Ça tombe bien, il est justement à 2 pas d'ici. En grande tenue et portant ses attributs, il rejoint notre courageux négociateur. L'échange verbal entre les deux hommes est ponctué de gestes explicites mettant en évidence l'âpreté de la négociation qui semble même parfois au bord de l'échec. Finalement, un accord intervient, notre argent empaqueté dans un morceau d'étoffe passe entre les mains du chef, les guerriers se fondent dans le paysage, le chef disparaît lui aussi, nous avons l'autorisation de circuler autour des habitations, l'autorisation aussi de photographier, et en prime, on nous interprète une danse coutumière. Le village est organisé en cercle, son contour est délimité par une palissade de branchages entrelacés. Les cases sont construites sur la périphérie, ce qui ménage au centre un vaste espace libre. La nuit, le troupeau y est parqué, à l'abri des prédateurs, quand l'unique porte d'accès est fermée. Le sol est jonché de bouse. Il est impossible de les éviter, mais ça ne gêne guère que nous. Ce matériau est utilisé, entre autres, pour la construction des cases. Ces abris, à peine plus hauts que la taille d'un homme, sont constitués, comme les clôtures, de branchages entrelacés, enduits d'un mortier dont le liant est la bouse. L'unique ouverture est une porte placée au bout d'un couloir latéral étroit que les grands animaux ne peuvent emprunter.
Comme promis, nous avons droit à une représentation folklorique assurée par les femmes et les enfants. Tous en ligne, au milieu du village, ils sautillent sur place, se contorsionnent, se tournent et reviennent dans un étrange ballet dont le sens nous échappe. Qu'importe. Il y a des photos à faire, et au final, cette visite s'avère intéressante, pour nous bien sûr, pour eux aussi, puisque nous constituons une source de revenus. Cette seconde journée se termine dans un autre hôtel, un peu moins agréable que celui d'hier, mais bienvenue après toutes ces tribulations fatigantes. Le lendemain est consacré au retour sur Mombasa. Bien sûr, nous voyons encore des animaux, mais les arrêts sont plus rares. Le plus notable nous place assez près d'un grand troupeau d'impala, subitement mis en fuite, probablement par quelques félins en chasse. Au-dessus des herbes, nous les voyons bondir puis changer brutalement de direction avec un synchronisme étonnant. Ce voyage de plus de 600 km au cœur des réserves du Sud Kenya m'a vraiment enthousiasmé. Je rêve d'y revenir plus longtemps en sortant des pistes pour vivre un vrai safari. À Mombasa, je tente une autre sortie, à peine plus intéressante que la première. Mal conseillé par un groupe de pompons rouges, nous nous retrouvons pour souper dans un établissement qui pratique aussi un autre commerce. Accaparés, sollicités à outrance, nous quittons les lieux sans avoir consommé. Je retiens aussi, de mon second tour de ville, cette image d'un monument amusant. Il enjambe les 2 fois 2 voies d'un axe de circulation, avec ses arches constituées de 2 répliques de défense d'éléphants qui se croisent en haut avant la pointe. Le 19 avril 1977 à 8 heures, le Jules Verne apparaît de Mombasa et fait route sur les Comores.